On va commencer le cours sur les intégrales impropres ou intégrales généralisées, c'est-à-dire l'intégrale d'une fonction continue sur un intervalle ouvert ou semi-ouvert. Quand on a fait le chapitre d'intégration, on a défini l'intégrale d'une fonction continue sur un segment, c'est-à-dire un intervalle ferme borné. On a défini l'intégrale entre a et b de f, continue sur le segment AB, comme étant la différence entre grand F de B moins grand F de A avec grand F une primitive de petit f. Ici, l'idée, c'est de donner un sens à l'intégrale d'une fonction qui est continue, mais sur un intervalle qui n'est pas un segment, c'est-à-dire soit semi-ouvert à droite, donc comme ici, semi-ouvert à gauche, ou bien totalement ouvert. Vous voyez qu'ici, on autorise A et B à être soit des réels, soit B peut être égal à plus l'infini. Ici, A peut être égal à moins l'infini. Et ici, les bornes de mon intervalle peuvent toutes les deux être infinies. Donc, on va commencer avec la définition 1. On prend A un réel et on prend B qui est soit un réel, soit plus l'infini. F est une fonction qui est continue sur l'intervalle AB, ouvert en B. On va dire que l'intégrale impropre, notée intégrale entre A et B de f de x dx, converge si l'intégrale entre A et grand X, avec grand X un réel, cette intégrale-là, qui dépend donc de grand X, admet une limite réelle quand grand X tend vers B par valeur inférieure. On dira parfois que cette intégrale est impropre en B quand on veut préciser le problème. Donc, cette limite-ci, la limite de cette intégrale, donc cette intégrale, elle est bien définie puisque f est continue sur le segment A grand X, donc cette intégrale existe, et si sa limite existe quand grand X tend vers B, alors on va noter la limite, l'intégrale entre A et B de f de x dx. On va définir maintenant l'intégrale qui est impropre sur sa borne inférieure. Donc on se donne cette fois-ci B un réel et A qui peut être soit un réel, soit égal à moins l'infini. Et on va dire que l'intégrale de f entre A et B converge si l'intégrale entre grand X et B admet une limite réelle quand grand X tend vers A par valeur supérieure. Donc cette intégrale, à nouveau, est bien définie puisque c'est l'intégrale d'une fonction continue sur un segment. Si elle dépend de grand X et de grand B, donc si B est fixée, elle va dépendre de grand X. On peut faire tendre grand X vers A. Si la limite existe, on va noter cette limite, l'intégrale entre A et B de f de x dx, et on va dire que cette intégrale converge. Alors on va faire tout de suite des exemples. On va prendre d'abord la fonction qui à x associe 1 sur x carré. Donc j'étudie cette fonction sur l'intervalle 1 plus l'infini, qui est donc impropre en plus l'infini. Je vais donc prendre un réel grand X supérieur ou égal à 1 et je vais étudier l'intégrale entre 1 et x de ma fonction. Et ensuite je verrai si cette intégrale-là admet une limite quand x tend vers plus l'infini. L'intégrale entre 1 et grand X de 1 sur x carré dx, on intègre la fonction f en moins 1 sur x. Moins 1 sur x évalué entre 1 et grand X, on obtient moins 1 sur grand X plus 1. On voit ici qu'on admet une limite finie quand grand X tend vers plus l'infini, et cette limite sera égale à 1. On peut donc affirmer que l'intégrale impropre en plus l'infini de f de x, définie par ax en associe 1 sur x carré, converge, et cette intégrale vaut 1. On va donc noter l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur x carré dx égale 1. On se donne maintenant la fonction qui à x associe 1 sur x, continue toujours sur 1 plus l'infini, et on considère son intégrale, qui est donc impropre à nouveau en plus l'infini. On se ramène à une intégrale sur un segment, ici, entre 1 et grand X. Cette fois-ci, la fonction va s'intégrer en ln de valeur absolue de x, ici comme on est positif, ln de x, entre 1 et grand X, ce qui va donc être égal à ln de grand X. Ici, on voit que la limite existe, mais la limite est infinie, donc on va dire que l'intégrale diverge. Donc dans la définition 1, on s'intéressait à des intégrales qui étaient impropres, soit sur leur borne supérieure, soit sur leur borne inférieure, c'est-à-dire des fonctions qui étaient continues sur un intervalle semi-ouvert.
dans la définition 2, on s'autorise à considérer une fonction continue sur un intervalle ouvert. On peut donc avoir un problème en A et en B. Donc, je me donne A et B qui peuvent être soit des réels, soit l'un des deux, A peut être égal à moins l'infini, B peut être égal à plus l'infini. Pour savoir si une telle intégrale converge, on va la scinder en deux. On va donc prendre un réel C quelconque qui appartient à l'intervalle ouvert AB. Et si les intégrales impropres, intégrales entre A et C de f et intégrales entre C et B de f convergent, donc c'est-à-dire ces intégrales sont définies dans le cadre de la définition 1, alors on va dire que l'intégrale impropre, qui est donc impropre deux fois, va converger. Par définition, l'intégrale entre a et b de f de x dx, si elle converge, sa valeur, ce sera la somme de la valeur intégrale entre a et c de f de x dx, plus l'intégrale entre c et b de f de x dx. Donc pour être bien sûr qu'on ait compris, ici, on cherche à définir donc cette intégrale ici, où on a un problème en a et un problème en b. On introduit le réel c. On considère cette intégrale ici, où on a un problème en a, qui va donc converger si l'intégrale entre grand X et c admet une limite quand grand X tend vers a. Si cette limite existe, je vais la noter intégrale entre a et c de f de x dx. De la même façon, l'intégrale entre c et b va être convergente si la limite quand grand X tend vers b de l'intégrale entre c et x de f de x dx converge. Et si c'est le cas, on va noter cette valeur-là. Et donc, j'affirme que la valeur de cette intégrale, lorsqu'elle converge, ce sera la somme de ces deux limites. Ce qui ressemble évidemment beaucoup à une relation de Schall. Donc ça marche tout à fait dans le cas où a vaut moins l'infini et b vaut plus l'infini. On aura alors l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de f qui est définie comme étant égale à la somme de l'intégrale entre moins l'infini et c, cette intégrale étant impropre en moins l'infini, plus l'intégrale entre c et plus l'infini de f, cette intégrale étant impropre en plus l'infini. Alors, vous voyez que pour que cette définition soit légitime, il faut s'assurer qu'elle ne dépende pas du réel c choisi, puisqu'elle ne doit dépendre que de a, b et f. Donc, on va prendre un autre réel d et on va montrer qu'on obtient la même valeur si on choisit ce réel d. L'intégrale entre dx, x grand X fixé, c'est l'intégrale d'une fonction continue sur un segment. Je peux donc appliquer la relation de Schall et dire que c'est l'intégrale entre d et c de f plus l'intégrale entre c et grand X de f. La limite quand grand X tend vers plus l'infini de l'intégrale entre c et grand X, c'est donc égal à l'intégrale entre c et plus l'infini. Par définition, si cette intégrale converge, Et de la même façon, si je cherche à déterminer cette limite ici, ça va donc être égal à ce petit bout-là, qui est donc un réel fixé, plus ici, en passant à la limite, j'ai trouvé l'intégrale entre c et plus l'infini. Par définition, la limite quand grand X tend vers plus l'infini de l'intégrale entre d et grand X, c'est l'intégrale entre d et plus l'infini. Donc, dans cette égalité ici, j'obtiens que l'intégrale entre d et plus l'infini de f, c'est l'intégrale entre d et c de f plus l'intégrale entre c et plus l'infini. Je fais la même chose en moins l'infini, c'est-à-dire en considérant l'intégrale entre grand X et d de f de x, en disant que c'est l'intégrale entre, donc on va le faire grand X et c plus l'intégrale entre c et d par Schall. Ici, j'ai le droit de faire une relation de Schall parce que je suis avec des fonctions continues sur un segment. Et ensuite, je fais tendre grand X vers moins l'infini. J'obtiens cette intégrale ici, et j'en déduis donc que l'intégrale entre moins l'infini et d de f est égale à la somme de l'intégrale entre moins l'infini et c de f plus l'intégrale entre c et d de f. Maintenant, je recolle les morceaux. Je fais donc la somme de cette intégrale, l'intégrale entre moins l'infini et d plus l'intégrale entre d et plus l'infini.
Je remplace ceci par cette somme-là. J'obtiens l'intégrale entre moins l'infini et c de f plus l'intégrale entre c et d de f. Je remplace ensuite l'intégrale entre d et plus l'infini de f par l'intégrale entre d et c de f plus l'intégrale entre c et plus l'infini de f. Et là, vous voyez que ces deux intégrales ici vont s'annuler puisqu'elles sont opposées. Il me restera donc l'intégrale entre moins l'infini et c plus l'intégrale entre c et plus l'infini. C'est-à-dire que cette valeur-ci, l'intégrale entre moins l'infini et c plus l'intégrale entre c et plus l'infini, qui est la valeur que j'ai posée pour l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini, elle est égale à l'intégrale entre moins l'infini et d plus l'intégrale entre d et plus l'infini. Donc j'obtiens la même valeur pour l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini, selon que je coupe en c ou en d. Autrement dit, ma définition est légitime, elle ne dépend pas elle ne dépend pas du réel c en lequel on coupe l'intégrale. Alors on va énoncer la relation de Schall. Donc je l'énonce dans un cas particulier, elle se généralise à tous les autres cas. On va prendre le cas particulier où d'une intégrale entre a et entre a et b avec b qui peut être égal à plus l'infini, c'est-à-dire une intégrale qui est impropre sur sa borne supérieure. Alors, les intégrales impropres, intégrales entre a et b et intégrales entre grand A et b, avec grand A un autre réel qui appartient à cet intervalle-ci, elles vont être de même nature, c'est-à-dire elles seront soit toutes les deux convergentes, soit toutes les deux divergentes. Autrement dit, ce qui va faire qu'elles convergent ou qu'elles divergent, ça va être la borne où il y a un problème. La borne qu'on choisit ici, en bas, ne va pas impacter la nature. Par analogie avec les séries, si vous voulez, ce qui se passe au début d'une série n'impacte pas sa nature, ça impacte sa somme, c'est-à-dire la limite, mais ça n'impacte pas la nature. On va avoir cette relation on est très content d'avoir, puisqu'elle est naturelle, c'est la relation de Schall, à savoir que l'intégrale entre a et b, si elle converge, c'est-à-dire si on donne du sens à cette intégrale, l'intégrale entre a et b va être égale à l'intégrale entre a, petit a et grand A, plus l'intégrale entre grand A et b. Cette relation de Schall, on va pouvoir l'écrire de la même façon lorsqu'on considère une intégrale impropre sur un segment qui est semi-ouvert à gauche, ou bien une intégrale qui est impropre deux fois, c'est-à-dire l'intégrale d'une fonction qui est continue sur un intervalle ouvert. De la même façon, si l'intégrale entre a et b converge, on va pouvoir définir l'intégrale entre b et a comme étant son opposé. Dans la définition 4, vous allez voir que c'est vraiment le même vocabulaire que pour les séries. Étudier la nature d'une intégrale impropre, c'est dire si elle est convergente ou divergente. Et donc, on va dire qu'elles ont même nature si elles sont soit toutes les deux convergentes, soit toutes les deux divergentes. Alors, on va faire des exemples. On considère l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t exponentielle moins t carré dt. Elle est impropre en plus l'infini. On va donc poser un réel grand X positif et regarder l'intégrale entre 0 et grand X, c'est-à-dire l'intégrale sur le segment 0x de la fonction continue qui a t associe t exponentielle moins t carré. On reconnaît à peu de choses près la dérivée d'une fonction. En effet, on est quasiment de la forme u' fois exponentielle u à un coefficient moins 1/2 près. On va donc avoir moins 1/2 en primitive, moins 1/2 de l'exponentielle moins t carré. Évalué entre 0 et x, on obtient que l'intégrale entre 0 et grand X de t exponentielle moins t carré est égale à 1/2 de 1 moins exponentielle moins grand X carré. Maintenant, on va faire tendre grand X vers plus l'infini. On obtient une valeur finie. On peut donc affirmer que l'intégrale converge et on peut donner sa valeur est 1/2. Pour le deuxième exemple, on considère la fonction qui a t associe exponentielle de moins valeur absolue de t et on va chercher à savoir si elle admet une intégrale sur R tout entier. Autrement dit, si l'intégrale entre moins infini et plus l'infini de cette fonction existe. On doit donc étudier d'abord l'intégrale impropre en moins l'infini, puis en plus l'infini. On va couper arbitrairement l'intervalle réel.
Ici, on a choisi 0 de manière totalement arbitraire. On va commencer avec l'intégrale entre moins l'infini et 0. On va prendre un réel grand X positif et on va considérer l'intégrale entre moins grand X et 0 de notre fonction. Et on fera ensuite tendre grand X vers plus l'infini. Tout d'abord, je vais enlever la valeur absolue en disant comme je suis sur un intervalle sur lequel t est négatif, je vais pouvoir simplifier mon expression. Et là, vous voyez pourquoi est-ce qu'on a choisi 0, c'était justement pour pouvoir simplifier l'expression de notre fonction. Maintenant, intégrer exponentielle t, on sait faire, ça s'intègre en lui-même, et donc on a juste à calculer exponentielle 0 moins exponentielle moins x. On se retrouve donc avec 1 moins exponentielle moins x. On fait tendre maintenant grand X vers plus l'infini, de façon à ce que moins x tende vers moins l'infini, et on obtient donc que cette intégrale entre moins l'infini et 0 converge, et elle vaut 1. On regarde maintenant l'intégrale entre 0 et grand X. À nouveau, comme on est avec des réels positifs, on va pouvoir simplifier l'expression de notre fonction en enlevant la valeur absolue. On se retrouve donc avec l'intégrale entre 0 et grand X de exponentielle moins t, dont une primitive est moins exponentielle moins t. Ainsi, notre intégrale vaut 1 moins exponentielle moins x, et à nouveau, on trouve que la limite existe et vaut 1. Donc l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins valeur absolue de t va converger et vaudra 1. On en déduit que l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini converge et vaut la somme des deux limites, c'est-à-dire 2. Dernier exemple, on considère l'intégrale entre moins 1 et 0 de la fonction 1 sur racine de 1 plus t. On voit que cette fonction est impropre en moins 1, parce qu'elle n'est pas définie en moins 1, donc pas continue en moins 1. Elle est continue sur l'intervalle moins 1 ouvert 0. On va donc prendre un réel grand X dans cet intervalle et étudier l'intégrale entre grand X et 0. Ah, il manque une fraction. Voilà, donc on disait l'intégrale entre grand X et 0 de ma fonction, c'est-à-dire 1 sur racine de 1 plus t. À coefficient près, on reconnaît une primitive, une dérivée d'une fonction usuelle. C'est la fonction racine de 1 plus t qui se dérive en 1 sur 2 racine de 1 plus t. Donc on multiplie par 2 pour avoir une primitive, 2 fois racine de 1 plus t, évaluée entre grand X et 0, c'est-à-dire 2 moins racine de 1 plus grand X. On fait maintenant tendre grand X vers moins 1. Racine de 1 plus grand X va tendre vers 0, et donc on se retrouve avec une limite finie, ce qui montre que l'intégrale converge, et cette limite vaut 2, ce qui sera donc la valeur de notre intégrale. Alors, on va ensuite définir ce qu'on appelle les intégrales faussement impropres. Ça va être le cas lorsqu'on a une fonction qui est continue sur un intervalle semi-ouvert, donc impropre par exemple en B, et qu'elle est prolongeable par continuité. Dans ce cas-là, on va pouvoir définir, on va dire que l'intégrale est convergente, et on dira qu'elle est faussement impropre, puisque en réalité, on n'a pas vraiment de problème en cette borne, dans la mesure où elle est prolongeable par continuité. Donc évidemment, on peut définir de la même façon une intégrale faussement impropre quand le problème est en A, c'est-à-dire l'intégrale d'une fonction qui est continue sur A ouvert B et prolongeable par continuité en A. Et de la même façon, une fonction qui serait continue sur un intervalle ouvert AB mais prolongeable par continuité en A et en B, on dira à nouveau que l'intégrale est faussement impropre. Voilà, donc par exemple, on peut considérer la fonction qui a t associée sinus t sur t. Cette fonction est continue sur l'intervalle 0 ouvert 1, et en 0, on sait qu'elle est prolongeable par continuité en posant f de 0 égale à 1. Cette intégrale est donc faussement impropre en 0. Alors, on va donner l'interprétation graphique pour une fonction positive. De la même façon que pour les intégrales sur un segment, on avait une interprétation graphique pour les fonctions positives qui était l'aire du domaine situé sous la courbe représentative de f et coincé entre les droites d'équation respectives x égale a et x égale à grand X, si je considère cette intégrale ici. En dernier,
dernière limite, l'axe des abscisses. Donc, lorsque on fixe un grand X supérieur ou égal à A, on sait donner une interprétation géométrique pour cette intégrale-là, c'est donc cette R située entre le graphe, l'axe des abscisses et les deux droites. Eh bien, on va dire que cette intégrale, dire que cette intégrale converge, ça va signifier que l'aire qui est située sous l'axe des abscisses, au-dessus de l'axe des abscisses, pardon, sous le graphe de f, est coincée entre les droites x égale a et x égale b, eh bien, ça signifie que cette R est finie. De la même façon, dire que l'intégrale diverge, ça va signifier que l'aire est infinie. C'est vraiment la bonne façon d'interpréter les intégrales généralisées. Dire que l'intégrale converge, c'est vraiment dire que l'aire est finie et pas autre chose. Et donc, l'intégrale sera divergente lorsque l'aire est infinie, ce qui sera notamment le cas lorsque la fonction explose, bien sûr, mais vous pouvez vous convaincre assez facilement en faisant des dessins que même avec une fonction qui reste raisonnable, si vous faites une intégrale entre a et plus l'infini, vous pouvez avoir une R qui va être infinie. Vous voyez, si vous prenez par exemple une fonction qui tend vers 1, l'aire entre l'axe des abscisses et notre graphe va être infini. Donc vous voyez qu'on va avoir une condition quand on est en plus l'infini qui va être évidemment que f vienne s'écraser sur 0, mais ça ne suffira pas parce que la fonction peut venir s'écraser sur 0 tellement doucement que l'aire va être malgré tout infinie. Ici, vous voyez que ça ressemble beaucoup aux séries. Ce qui est un peu plus compliqué que pour les séries, c'est qu'on n'a pas uniquement des intégrales généralisées en plus l'infini. Finalement, ce qui ressemble aux séries, ce sont les intégrales généralisées en plus l'infini, où on a cette idée de la fonction doit tendre vers 0 assez rapidement, c'est-à-dire comparé par exemple aux fonctions de Riemann qui sont celles qu'on connaît pour les séries. La difficulté supplémentaire, c'est qu'ici, on peut avoir des intégrales impropres en moins l'infini, évidemment, mais aussi en 0, 1, moins 1, comme on l'a déjà vu dans l'exemple. Et donc là, le comportement sera totalement différent, évidemment, de celui des séries, où on avait uniquement un comportement en plus l'infini. Alors, le théorème 3, qui est la linéarité de l'intégrale, pour que ça ait du sens, il faut que les intégrales convergent. Donc, on suppose que f et g sont deux fonctions qui sont continues. Et on va dire tout d'abord que la multiplication par un scalaire ne change pas la nature d'une intégrale. Autrement dit, l'intégrale entre a et b de f et l'intégrale entre a et b de lambda f, ces deux intégrales seront de même nature. Si elles convergent, on va pouvoir dire que leurs valeurs sont liées par ce coefficient lambda. Évidemment, pour qu'il y ait du sens sur cette égalité ici, il faut que l'intégrale converge pour qu'on ait du sens pour chacune de ces deux intégrales. De la même façon, si je suppose que j'ai deux fonctions dont les intégrales entre a et b sont convergentes, je vais pouvoir affirmer que la somme de ces deux fonctions donne également une intégrale convergente entre a et b, et la valeur de cette intégrale de f plus g, ce sera l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Attention, si c'est complètement faux, si vous avez une des deux intégrales qui est divergente, ça n'a plus de sens, on va dire, si on a une des deux intégrales qui est divergente. Donc pour pouvoir écrire que l'intégrale entre a et b de f plus g, c'est égal à l'intégrale entre a et b de f plus l'intégrale entre a et b de g, il faut s'assurer que les intégrales soient convergentes, et donc que ça ait du sens de pouvoir écrire cette égalité-là. Donc on a énoncé le théorème avec des intégrales qui étaient impropres en b. Évidemment, ça va se transposer avec des intégrales qui sont impropres sur leur borne inférieure ou impropres deux fois. Ce que je vous disais tout à l'heure, attention, vous voyez cette fonction-là, par exemple, si je considère l'intégrale entre 2 et plus l'infini de 2 sur t carré moins 1 dt, alors on peut remarquer que ceci, c'est une primitive de cette fonction-là. Alors pour s'en convaincre, il vous suffit de dériver cette fonction-là, ln de 1 moins 2 sur t plus 1. La dérivée, ce sera
la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse divisé par ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Et en simplifiant, vous allez retomber sur 2 sur t carré moins 1. Donc on en déduit que l'intégrale entre 2 et grand X, où grand X est un réel fixé supérieur ou égal à 2, c'est égal à ln de 1 moins 2 sur, alors je vais aller un peu vite, ln de 1 moins 2 sur t plus 1 évalué entre 2 et grand X, c'est-à-dire ln de 1 moins 2 sur grand X plus 1, moins ln de 1 moins 2 sur 2 plus 1. Quand grand X va tendre vers plus l'infini, ce 2 sur X plus 1 va tendre vers 0, donc ce ln va tendre aussi vers 0, et on va se retrouver ici avec 1 moins 2 tiers, c'est-à-dire 1 tiers. Ln de 1 tiers, ça fait moins ln de 3. Avec le moins devant, on se retrouve avec une limite égale à ln de 3. Donc cette intégrale ici converge. Et on sait que 2 sur t carré moins 1, c'est égal à 1 sur t moins 1 moins 1 sur t plus 1. Donc on serait tenté d'écrire que l'intégrale entre 2 et plus l'infini de cette fonction-là, c'est la somme de ces deux intégrales. Or, ces deux intégrales sont divergentes, donc ça n'a pas de sens d'écrire ça. Pourquoi elles sont divergentes? Parce qu'elles s'intègrent avec des ln. Vous voyez que l'intégrale entre 2 et grand X de cette fonction, 1 sur t moins 1, s'intègre en ln de x moins 1 moins ln de 2 moins 1, c'est-à-dire ln de 1. Et ln de x moins 1 va tendre vers plus l'infini quand grand X tend vers plus l'infini. De la même façon pour la deuxième. Donc ces deux intégrales sont divergentes et donc bien sûr on n'a pas que leur différence peut être, ça n'a pas de sens ici d'écrire cette égalité-là. Donc vous voyez, quand on écrit le théorème sur la linéarité, il faut bien faire attention à ce que les fonctions soient des intégrales de, pardon, que les intégrales soient des intégrales de fonctions convergentes pour pouvoir appliquer la linéarité. Alors pour finir avec cet exemple, la linéarité peut être utilisée si on travaille sur un segment. C'est-à-dire si je me ramène pour étudier donc cette intégrale entre 2 et plus l'infini, donc plutôt que d'écrire ceci qui n'a aucun sens, je vais donc repartir avec une intégrale sur un segment en faisant l'intégrale entre 2 et x de 2 sur t carré moins 1. Cette intégrale, je peux maintenant la couper en deux parce que je travaille sur un segment, donc j'ai la linéarité de l'intégrale sur un segment. J'intègre celle-ci en ln de t moins 1, celle-ci en ln de t plus 1. Évaluant entre mes bornes 2 et grand X, je me retrouve avec ln de grand X moins 1 moins ln de x plus 1 plus ln de 3. Ici, ces deux ln, je vais pouvoir les écrire sous la forme d'une fraction. Ln de x moins 1 sur x plus 1. Quand x tend vers plus l'infini, mon quotient ici va tendre vers 1. Ln de 1 étant égal à 0, je me retrouve bien avec ma limite qui vaut ln de 3. Donc c'est plus simple plutôt que d'avoir remarqué qu'on avait une primitive qui est quand même assez tirée par les cheveux. Mais encore une fois, on a pu utiliser la linéarité de l'intégrale parce qu'on a travaillé sur le segment de x et non pas sur une quelconque intégrale directement généralisée. Alors, une fois qu'on a réussi à définir des intégrales impropres aux deux bornes, on va pas s'arrêter là, on va pouvoir définir des intégrales qui sont impropres en plusieurs bornes, c'est-à-dire une fonction qui est continue par morceau. Autrement dit, elle est continue sur des petits intervalles ouverts AK plus 1. Et à chaque fois, j'ai potentiellement un problème en AK et en AK plus 1. Si maintenant je m'intéresse, donc on suppose que ces AK plus 1 recouvrent AB, avec, donc c'est comme une partition si vous voulez de AB, on va dire que l'intégrale entre A et B de f converge si toutes ces intégrales ici, qui sont impropres, donc a priori impropres aux deux bornes, convergent. Et si toutes ces intégrales convergent, ça a du sens de parler de l'intégrale entre AK et AK plus 1 de f, et donc je vais pouvoir poser l'intégrale entre A et B comme la somme de ces intégrales impropres ici. S'il y en a une qui diverge, l'intégrale va diverger. Alors on va prendre tout de suite un exemple. Je considère la fonction qui a x associe ln de x sur x carré moins 1. Je vais avoir un problème en 0, bien sûr, où le log n'est pas défini, mais également en 1 et en plus l'infini, si j'étudie donc ma fonction sur 0 plus l'infini privé de 1.
Donc j'ai un problème en 0, un problème en 1 et un problème en plus l'infini. Vous voyez qu'ici, je cherche à déterminer l'intégrale d'une fonction, non plus sur un intervalle, mais sur la réunion de deux intervalles. Donc, pour étudier cette intégrale impropre, il va falloir que j'étudie d'une part l'intégrale doublement impropre entre 0 et 1 de ma fonction, et puis l'intégrale qui est à nouveau doublement impropre entre 1 et plus l'infini. Alors, en 0, j'ai pas trop de problème. Pardon, en 1, j'ai pas de problème parce que ln de x est équivalent à x moins 1. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez écrire quand x tend vers 1, j'écris ln de x sous la forme ln de 1 plus x moins 1. X moins 1 tend vers 0, donc ln de 1 plus x moins 1 va être équivalent à x moins 1. Et donc, on remarque que on va pouvoir écrire notre fonction. Donc, ceci va tendre vers 1. Mon dénominateur, je l'ai coupé en deux. J'ai écrit x carré moins 1 égale x moins 1 fois x plus 1. Et je me retrouve donc avec la limite de ma fonction, quand x tend vers 1, qui est égale à 1 demi. Autrement dit, cette fonction ici, elle est prolongeable par continuité en 1, ce qui fait qu'elle est faussement impropre en 1, donc je n'ai pas de problème en 1. Dans la mesure où la fonction est prolongeable par continuité, c'est comme si ma fonction était définie en 1, si vous voulez. Ça veut donc dire que pour étudier cette intégrale ici, il va falloir que j'étudie si elle converge en 0 et si elle converge en plus l'infini. Ce que je ne peux pas faire pour l'instant, on le fera plus tard.